On va pouvoir commencer. Alors, bienvenue sur ce webinaire sur le thème de la thyroïdite d'Hashimoto. On va avoir une approche un petit peu différente. On parle beaucoup d'alimentation. Aujourd'hui, on a voulu faire le focus sur les stratégies naturelles qui sont complémentaires à l'alimentation. Et donc, je suis ici avec Anaïs Damour, qui est une collègue et amie, qui est naturopathe. Elle va pouvoir raconter un petit peu plus son histoire et son histoire très personnelle liée à cette pathologie-là et vous apporter, j'espère, des clés qui pourront vous aider aussi dans la gestion de cette maladie. Pour un petit rappel, donc c'est un webinaire dans le cadre de Bien-être auto-immune, un projet qui me tient très à cœur où on essaye de vous apporter un maximum de ressources et en organisant notamment des webinaires 2 fois par mois. On a une newsletter, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site bien-être-auto-immune.com. Vous allez pouvoir y retrouver un blog riche de plein d'informations autour de plein de différentes choses. On a beaucoup parlé ce mois-ci de grounding, par exemple, de la mise à la terre. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est une chose. Et, euh, et beaucoup de choses autour de l'alimentation, d'une approche naturelle pour gérer les maladies auto-immunes. Vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube, où il y a tous les replays des webinaires, et sur Instagram, à bien-être auto-immune, enfin bien-être, tiré du bas, auto-immune. Je voulais aussi prendre un petit moment avant qu'on se lance pour remercier notre sponsor Envol, qui est une application de bien-être où il y a plein de belles choses et d'outils qui sont personnalisés pour améliorer votre santé, mais surtout réduire votre stress, travailler sur le système, la régulation du système nerveux à l'aide de méditation, d'affirmations positives, d'exercices de respiration, des voyages sonores qui sont absolument incroyables. Cette application a été montée par Julie Morin, qui a été très malade. Pendant des années, elle était en fauteuil roulant. Elle a retrouvé la santé grâce à notamment tout un tas de changements de mode de vie et d'alimentation, mais surtout la méditation. Et donc, elle s'est prise de passion de ça et on est très heureux de les avoir en sponsor pour Bien-être auto-immune. Un tout petit mot sur moi avant d'avoir un long mot sur Anaïs, parce que c'est surtout l'histoire d'Anaïs qui m'intéresse aujourd'hui et que j'aimerais vous partager. Et donc, comme d'habitude, je fais une petite présentation. Donc, je m'appelle Laurent Chemanda, je suis fondatrice de Bien-être auto-immune. Je suis nutrithérapeute basée aux États-Unis. Je suis aussi coach certifié AIP, donc protocole auto-immune. On en parle beaucoup lors de nos webinaires, enfin avec Bien-être auto-immune. Je suis spécialisée en santé intestinale et maladies auto-immunes et j'aime beaucoup utiliser tout ce qui est tests fonctionnels, notamment les tests de prélèvement de sel pour regarder tout ce qui est fonction intestinale, santé intestinale, microbiote. Pour moi, c'est vraiment une des causes profondes majeures et donc c'est vraiment important pour moi de partir dans cette source-là. Je suis arrivée, pas par hasard, sur ce chemin, sur cette voie. J'ai été diagnostiquée d'une spondylarthrite en 2014. J'ai passé 4 ans on va dire, d'enfer, à être clouée au lit, à être sous beaucoup de médicaments et beaucoup de douleurs. Et j'ai réussi à retrouver la santé grâce à la découverte de la médecine fonctionnelle et de l'alimentation, et donc d'une approche plus holistique et naturelle, même si ça reste basé et fondé dans la science et dans la médecine, parce que la médecine fonctionnelle a pour but de trouver la cause du problème, mais reste quand même une médecine. Euh, et c'est ce qui m'a sauvée. Et donc, quand je me suis reconvertie et que j'ai commencé à travailler avec des personnes qui vivaient les mêmes choses que moi ou que j'avais vécues, j'ai trouvé ma passion et ma voie et donc je me suis lancée à 2000% là-dedans. Voilà où on en est aujourd'hui. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer Anaïs et de pouvoir construire une relation un peu plus proche avec elle. Et c'est vraiment une personne extraordinaire et j'ai hâte qu'elle vous raconte son expérience à elle en espérant que ça puisse résonner et que ça puisse vous aider aussi dans votre chemin. Voilà, Anaïs, je te laisse te présenter. Merci beaucoup, Laurane. Déjà, merci beaucoup de m'inviter sur Bien-être auto-immune et plaisir partagé aussi de cette rencontre. Aujourd'hui, je suis très contente, très ravie d'être avec vous pour déjà vous partager un peu mon histoire et de vous donner aussi des stratégies naturelles qui sont complémentaires à l'alimentation lorsque on vit avec la maladie d'Hashimoto.
Alors avant que je vous parle de ces stratégies, c'est important que je vous donne un petit peu le contexte et que je me présente aussi. Donc je m'appelle Anaïs, je suis basée en France. Alors vous avez pu le voir, j'ai mis un petit drapeau de la Réunion parce que pour moi c'est important aussi de préciser mes origines parce que je suis formée en naturopathie, en santé intégrative, en yoga et aussi en psychogénéalogie, donc d'où l'importance du petit drapeau. Aujourd'hui, au niveau de mes accompagnements, je propose des consultations individuelles. Donc, j'accompagne des personnes majoritairement sur des problématiques de la thyroïde et aussi des maladies auto-immunes. Donc, c'est pour ça que c'était hyper intéressant aussi de rencontrer Laurane et de pouvoir continuer à échanger avec elle aussi sur ces problématiques-là. En parallèle, j'accompagne aussi des entreprises, donc pour ce qui est des stratégies de qualité de vie au travail, je fais aussi des conférences prévention santé et je travaille sur aussi des projets, je développe des projets autour de la santé. Ma devise, si vous me suivez sur mon compte Instagram, vous le savez, c'est la santé est notre plus grande richesse. Parce que pour moi, cette phrase, elle est très vraie. Mon histoire, elle colle aussi à cette phrase. Et ce que je vous invite à faire durant cette prochaine heure qu'on va passer ensemble, c'est de la garder en tête, mais aussi de la garder pour tous les moments à venir dans votre vie. Parce que prendre soin de sa santé, c'est très important pour préserver notre plus grande richesse euh, et pour vivre tout simplement. Mhm. Au niveau de mon parcours santé, je vais vous expliquer tout ça dans la slide qui va suivre. Donc, pour moi, déjà, j'ai envie de vous dire que de aujourd'hui, de ma santé de aujourd'hui au moment où j'ai développé, déclenché une maladie auto-immune, il y a pas mal de choses qui se sont passées, mais on peut vraiment les catégoriser en quatre moments clés. Tout commença pour moi le 6 février 2019. Et c'est le jour où je dis, le jour où mon corps s'est arrêté de fonctionner. Mais au final, c'est le jour où finalement mon corps m'a aidé à ouvrir, on va dire, une nouvelle voie vers moi-même. Ce 6 février 2019, lorsque je me suis réveillée, je n'arrivais plus à marcher, je n'arrivais plus à voir correctement, j'avais des vertiges, je ressentais aussi un brouillard mental, donc je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait autour de moi. Et surtout, j'avais énormément de douleurs dans mon corps. Euh, c'est la manière dont je le décris parce que je trouve que c'est la manière la plus parlante. C'est comme si j'étais emprisonnée dans mon corps et j'avais qu'une seule envie, c'était de sortir de ce corps, mais je ne pouvais pas. Et ça a été une période de vie très compliquée aussi parce que, comme Laurane, j'ai vécu une errance médicale de 5 mois. Donc, je suis allée voir des médecins, je suis allée voir des professionnels de la santé et malheureusement, ils n'arrivaient pas à trouver ce que j'avais. Donc, au bout d'un moment, au bout de 5 mois, j'en avais quand même un peu marre, surtout que je me sentais extrêmement seule durant cette période parce que le corps médical avait des difficultés à m'accompagner. Au niveau professionnel, en fait, quand on n'a pas de diagnostic, c'est compliqué aussi de dire que ben, on a un problème de santé. Et puis au niveau personnel, les gens autour de moi ne comprenaient pas. Et pour rappel, j'étais aussi dans un brouillard mental. Donc moi-même, je ne comprenais pas tout ce qui se passait. Et au bout d'un moment, donc j'en ai eu marre, donc j'ai décidé de me tourner vers les médecines pardon, alternatives. Et j'ai eu la chance de rencontrer sur mon chemin une acupunctrice qui, pour la première fois en 5 mois, avait pris le temps de m'écouter pendant 2 heures. Donc, s'il y a des acupuncteurs ici, des naturopathes ici, vous savez qu'on prend le temps lorsqu'on accompagne des personnes. Et vraiment, moi, ça m'a énormément aidé de me sentir écoutée, de comprendre aussi les composants de la santé, donc l'alimentation, le stress. Et cela m'a permis aussi de pouvoir lister tous les symptômes que j'expérimentais et de comprendre que j'avais peut-être un dérèglement hormonal. Et Mhm. directement, je suis allée chez un endocrinologue qui m'a enfin, un soulagement, posé un diagnostic. Car oui, on peut être soulagé d'avoir un diagnostic parce que finalement, lorsque j'ai eu le diagnostic, je me suis dit, je vais pouvoir commencer déjà à chercher ce que c'est. Parce que quand je posais la question, c'est quoi la maladie d'Hashimoto? Pourquoi est-ce que j'ai développé ça? Comment est-ce que je peux faire pour vivre avec? Personne n'était capable de me répondre. Et c'est aussi pour ça que je fais ce webinaire avec Laurane. C'est au final pour donner les réponses que je n'avais pas à l'époque et Mhm. d'aider les personnes qui pourraient se retrouver dans cette situation. Et qu'il y a espoir.
Et qu'il y a espoir. Parce que même parfois, quand on a des réponses, on nous dit très souvent, il n'y a rien à faire. Ça sera une maladie, vous allez vivre avec toute votre vie et vous serez symptomatique toute votre vie. Et il y a espoir, parce qu'on est... Alors, on vit avec une maladie auto-immune toute notre vie, techniquement, mais on n'est pas obligé d'être symptomatique. Et je trouve que c'est important à souligner. Mm, tout à fait. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Et, et justement, on espère avec Laurent que voilà, cette présentation, elle vous aidera en ce sens. Et les changements que j'ai mis en place alors déjà un petit peu avant d'avoir le diagnostic, mais encore plus après, lorsque j'ai pu trouver finalement un chemin, une voie vers laquelle me tourner, c'est déjà des changements au niveau de mon alimentation. J'ai suivi, sans le savoir, des changements naturopathiques. J'ai changé mon alimentation, j'ai pris soin de mon stress. Je faisais par exemple de la cohérence cardiaque. J'ai commencé une thérapie parce que mon Hashimoto, il s'est déclenché suite à un choc émotionnel et aussi à beaucoup de stress chronique. Je prenais de l'ashwagandha parce que j'ai vu que c'était bien contre la fatigue, donc ça m'a aidé. C'est pour ça que je parle beaucoup de l'ashwagandha qui est ma plante préférée. Et déjà, avant le diagnostic, je commençais un peu à me sentir mieux. Donc, lorsque j'ai eu le diagnostic, j'ai reçu une lettre par la poste avec le diagnostic et une ordonnance me disant, alors, il faut prendre tel médicament à vie et ça va vous aider. Et j'ai pris le médicament, bien évidemment, parce que il faut toujours prendre son traitement lorsque un médecin vous le recommande, c'est important. Mais en même temps, j'ai eu envie de m'interroger sur les autres solutions qu'il y avait, d'essayer de comprendre ce concept d'auto-immunité, d'essayer de comprendre aussi ce qu'est la thyroïde, comment elle fonctionne. Et je suis allée chercher aussi, pas que en Europe ce qu'on fait, mais aussi dans les autres médecines, donc dans la médecine traditionnelle chinoise, dans les médecines ayurvédiques. Et j'ai découvert un nouveau monde. Et finalement, en faisant tout ça, alors malgré moi, on va dire, je suis devenue actrice de ma santé. Et Mhm. surtout, j'ai fait le choix de la résilience et ça fait aussi partie des stratégies naturelles dont on parlera tout à l'heure. C'est quand on vit avec une maladie auto-immune de la thyroïde ou même une maladie auto-immune, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je fais de cette information? Quelle expérience je tire? J'ai envie de tirer justement de ce qu'on m'a mis sur mon chemin, de ce qui a été amené sur mon chemin. Mhm. Et pour moi, ça a été le choix de la résilience. Et je me suis dit, je vais me soigner. Comme ça, je prendrai soin des autres personnes. Et je veux plus que ça arrive à quelqu'un d'autre parce que ce moment de vie a été tellement difficile pour moi que je ne le souhaite à personne. Mhm. C'est beau que tu aies déjà eu cette réflexion à cette époque-là et d'arriver à utiliser ça comme motivateur. Parce que je- c'est dur quand tu es dans un état aussi fragile, mentalement, physiquement, tu sais pas où aller de l'avant, tu ne sais pas par où commencer. Et moi, je sais que mon motivateur, il était il était, j'ai pas envie de dire égoïste, mais presque. Et c'était vraiment, pour moi, c'était, je veux guérir. Moi, je veux être maman. J'ai toujours voulu être maman très jeune. Et bon, je l'étais pas trop jeune au final, mais pas trop vieille, mais c'était vraiment et j'ai pas eu ce déclic avant la guérison. Avant vraiment d'avoir trouvé la rémission, c'est là que je me suis dit, OK, maintenant je peux aider les gens. Mais ça m'avait même pas traversé l'esprit auparavant. Ah oui, d'accord. Ah, Et c'est je trouve ça intéressant. dingue que toi, ça fasse partie de tes motivateurs. Mm. Ouais, On a, je me suis pas forcément posé la question sur le moment. Ouais, on a une question? on a une question. Oui. Est-ce que je peux y répondre? Vas-y, vas-y. Et après, je te laisse avoir ton apport aussi sur la réponse. Mais Ouais. on a eu ce débat justement avec Anaïs, enfin, qui n'est pas un débat. Je pense que quand il s'agit des maladies auto-immunes, il est important. Ça va pas être la réponse idéale. Vous n'allez pas forcément être 100% satisfait de cette réponse parce qu'il n'y a pas de oui, non. Il n'y a pas de... C'est jamais noir et blanc. Dans la littérature scientifique, et ça on l'apprend pour tout ce qui est protocole auto-immune, moi c'est quelque chose que j'ai vu lors de ma formation de certification de coach EIP. Il y a pas mal de choses dans la littérature scientifique qui nous pointent vers une stimulation immunitaire quand on prend certaines plantes adaptogènes comme l'ashwagandha. Et donc il peut y avoir une légère stimulation immunitaire
qui va influencer du coup la stimulation immunitaire, donc c'est un certain typage lymphocytaire de TH17, qui fait que ça peut déséquilibrer le système immunitaire qui va être plus en charge de tout ce qui est problème d'auto-immunité, et donc potentiellement stimuler et apporter enfin, créer plus de symptômes. Ceci étant dit, c'est une plante qui est très utilisée. En fait, moi, je le découvre plus je parle avec des naturopathes français, parce que moi, j'étais formée aux États-Unis, donc j'ai pas eu cette approche. Mais en France, on utilise beaucoup l'ashwagandha. Et plus je parle avec des naturopathes qui utilisent cette plante, plus je découvre qu'en fait, elle l'utilise beaucoup avec les personnes qu'elles suivent qui ont des maladies auto-immunes. Donc, il y a une vraie nuance, et c'est qu'il y a des bienfaits à cette plante. Il faut juste le prendre en compte que si jamais on voit une exerce, que une exacerbation, j'arrive pas à dire ce mot. J'ai le mot en anglais dans la tête. Mais si on a plus, si on devient plus symptomatique après la prise d'ashwagandha, il faut se remettre en question sur cette plante-là. Ça, c'est mon approche. Je sais qu'Anaïs, toi, tu utilises beaucoup cette plante. Mm. Ce que je pourrais rajouter, parce que effectivement, l'ashwagandha n'est pas recommandée pour certains cas de maladies auto-immunes. C'est surtout déjà d'individualiser, parce qu'en fait, on n'a pas tous le même niveau d'inflammation. Et c'est aussi pour ça que je fais attention avec qui je l'utilise lorsque je fais des consultations Mhm. et le niveau d'inflammation. Et ça c'est pour moi finalement la clé qui me permet d'adapter ou pas. Ouais. Oui, et puis il y a certaines choses comme de regarder le cycle aussi du cortisol. Quand c'est quelqu'un qui est chroniquement très élevé en cortisol tout au long de la journée, bah, c'est peut-être moins intéressant d'utiliser les ashwagandha et on peut utiliser quelque chose qui est un petit peu plus doux comme la, la rhodiola qui va être un Mhm. petit peu moins stimulant. Attendez, il y a quelqu'un qui a son micro d'allumé. Je vous demande de bien vérifier que vous ayez... J'entends une petite fille. Vous ayez votre micro d'éteint. Donc, il y a d'autres plantes qui peuvent être moins stimulantes, mais qui restent adaptogènes. Le Rehmannia, c'est le Rehmannia, c'est pas le rhodiola. Le rhodiola est aussi stimulant. Le Rehmannia, qui peut être très bien aussi, est moins stimulant. Alors que quand c'est quelqu'un qui a le cortisol qui est au final chroniquement bas, quand on regarde le cycle du cortisol sur 24 heures, bah là, ça peut être intéressant d'utiliser l'ashwagandha. Ou si on est vraiment complètement déréglé et qu'on a un cortisol trop bas le matin et qui s'élève au fur et à mesure de la journée et le soir. Voilà, c'est vraiment, faut personnaliser. Voilà. Alors, on va avancer. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mais on va continuer à... Pas de souci. Quelqu'un qui s'excuse pour la petite fille qui parlait. Pas de souci. Alors, donc maintenant que je vous ai présenté un petit peu mon parcours santé, et d'ailleurs j'en profite pour vous teaser un petit peu, mais avec Laura, on a le plaisir aussi de vous annoncer qu'on va faire un live Instagram. Donc vous Mhm. pouvez nous suivre sur nos comptes respectifs, Laurane.nutrition ou Anaïs.d'amour. Et justement, on va revenir sur tout mon parcours avec la maladie d'Hashimoto. Donc on va prendre beaucoup plus le temps et vous pourrez aussi nous poser vos questions. Là, maintenant, on va s'attaquer à la partie, entre guillemets, un peu plus théorique, et puis après, je vous donnerai des solutions. Donc, la glande thyroïde, cette fameuse glande qui est située dans notre cou, donc comme vous pouvez le voir donc, juste sur le dessin. On va commencer par l'anatomie de la thyroïde. Donc, déjà, la thyroïde, c'est une petite glande endocrine qui est en forme de papillon et qui est située à la base du cou. Cette thyroïde, elle est composée donc de deux lobes latéraux et elle est séparée par une partie centrale qui s'appelle l'isthme. Euh, à l'arrière de la thyroïde, donc sur la photo de droite, je ne sais pas si vous arriverez à le voir, on a quatre petites glandes qui s'appellent les parathyroïdes. Et ces parathyroïdes, elles vont produire la parathormone, qui est une hormone qui va permettre de réguler le taux de calcium. Si vous souhaitez briller en société à un repas ce week-end, sachez que le mot thyroïde, il vient du grec thyréoïdes, de l'ancien grec thyroïdes, qui signifie bouclier, tout simplement parce que les anciens grecs, les anciens soldats, ils trouvaient que la thyroïde, elle ressemblait à un bouclier. Waouh! Ouais. Eh ben, j'ai appris quelque chose. Ensuite, si on
on zoome un peu plus, on regarde cette glande thyroïde. Je vous le donne voilà, pour information. On se rend compte qu'on a on a plusieurs follicules thyroïdiens qui sont composés de thyréocytes. Donc les thyréocytes qui entourent, les thyréocytes qui vont permettre de faire la synthèse, la sécrétion des hormones thyroïdiennes. Et ils entourent la colloïde. Donc vous voyez, c'est indiqué sur le dessin, qui est une substance pardon, blanchâtre, qui est composée majoritairement de thyroglobuline, qui est une protéine précurseur des hormones thyroïdiennes. Euh, la thyroïde en quelques chiffres, c'est important qu'on y vienne. C'est une des pathologies les plus fréquentes au monde. En 2013, il y avait à peu près 200 millions de personnes qui étaient atteintes de ces troubles. Aujourd'hui, on estime que 5% de la population est affectée par l'hypothyroïdie. Et quand vous allez comprendre les causes de l'hypothyroïdie, euh, cela expliquera ce chiffre. Et les Mhm. experts pensent que il y a plus 5% des personnes qui sont non diagnostiquées d'hyperthyroïdie. On a majoritairement de femmes dans ce webinaire. Pourquoi? Aussi parce que malheureusement, les femmes ont plus de risques de développer un trouble de la thyroïde. Et j'aimerais vous poser une question pour vous. Quelle est la raison pourquoi les femmes, elles, développent plus de troubles de la thyroïde? Et vous pouvez nous répondre dans le chat. Et, Prenez un instant pour réfléchir, mais même si vous n'en avez aucune idée, écrivez-nous quand même quelque chose. et si vous ne savez pas, bah, ça tombe bien, je vais vous répondre. Alors, il y a plusieurs raisons. Ouais. Alors, on a la charge mentale. Donc là, typiquement, effectivement, la charge mentale euh, pourrait expliquer. Alors là, je dis pourrait parce qu'il n'y a pas de preuves, on va dire, de vraies preuves par rapport à ça. Mais c'est vrai que déjà, la place de la femme dans la société fait qu'il y a beaucoup plus de charge mentale, il y a beaucoup plus de stress. euh, Cela peut amener les femmes, du coup, à développer plus de problématiques de la thyroïde. Mais il n'y a pas que ça. On a aussi les perturbateurs endocriniens qu'on va trouver dans les cosmétiques conventionnels, dans les produits ménagers aussi. Effectivement, Marie, tout à fait. Donc le stress, les perturbateurs endocriniens. Et on a une dernière raison qui est plus génétique. Quelle est la différence entre les hommes et les femmes qui pourrait expliquer que les femmes soient plus à risque? Je vais vous répondre. Tout simplement, les femmes ont un deuxième chromosome X. Et oui, et ce chromosome X, il porte de nombreux gènes qui codent des protéines qui sont impliquées dans la réaction immunitaire. Et c'est pour ça que les femmes sont plus à même déjà de développer des maladies auto-immunes. Et les troubles de la thyroïde, majoritairement, ils sont quand même d'origine auto-immune. Bah, on est Donc voilà, ravis. encore une fois, si vous souhaitez briller en société ce week-end, eh bien, vous aurez des chiffres et de quoi faire. Trop bien. Merci. Merci à toi. Alors, le rôle de la thyroïde, cette petite glande, elle joue un rôle fondamental dans l'organisme. Déjà, elle va permettre de réguler la vitesse du métabolisme. C'est pour ça que lorsqu'on a une glande sous-active, donc en hypothyroïdie, on se retrouve avec un métabolisme ralenti, ou lorsqu'on est en hyperthyroïdie, avec une glande suractive, on se retrouve avec un métabolisme accéléré. Et le problème, c'est que la thyroïde, elle est impliquée dans plusieurs fonctions. La thermorégulation, donc la régulation de la température du corps. C'est pour ça qu'on peut se retrouver avec des personnes qui expérimentent de la frilosité ou alors de la chaleur. La thyroïde, elle va jouer un rôle aussi dans le rythme cardiaque, dans le système nerveux, le développement du cerveau, la régulation du système digestif, donc les diarrhées et les constipations pour les personnes qui ont déjà expérimenté et l'hypothyroïdie et l'hyperthyroïdie, mais aussi la fertilité et la reproduction, la croissance osseuse, la transformation des graisses et du sucre, et enfin l'inflammation et l'auto-immunité. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une thyroïde équilibrée. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir une thyroïde équilibrée? Eh bien, d'avoir des hormones équilibrées. Et c'est ce que je vais vous expliquer juste dans cette slide. Avant qu'on vienne un peu plus en détail sur les hormones thyroïdiennes, c'est important de refaire un petit récapitulatif sur le système endocrinien et de vous expliquer déjà que les hormones
le concept, la notion pardon, d'hormones. Donc les hormones, ce sont des messagers chimiques qui sont sécrétés par des glandes endocrines qui composent en fait le système endocrinien. Et ces hormones, elles vont permettre de transmettre une information à un organe ou une cellule cible. Et dans le cas de la thyroïde, eh bien, les hormones thyroïdiennes, elles vont permettre de transmettre ces informations pour réguler le métabolisme. Comment est-ce qu'on a une bonne construction des hormones thyroïdiennes? Déjà, on a besoin de deux choses. On a besoin de l'iode qu'on va trouver dans le poisson ou dans les fruits de mer, qui est un oligoélément, et on aura également besoin d'un acide aminé qui s'appelle la tyrosine, qui est contenu dans les protéines. C'est pour ça que aujourd'hui, on ne va pas s'axer sur l'alimentation, mais l'alimentation, elle joue quand même une place très importante, et c'est important de le rappeler aussi aujourd'hui. Juste pour Euh, info, on a fait un webinaire. Vous pouvez aller voir les replays sur le site ou sur la page YouTube. On a fait un webinaire où on parle un petit peu de l'alimentation. Mais je pense qu'il faudrait qu'on en refasse un où on fait un vrai zoom sur l'alimentation et sur la micronutrition. Mais on a fait un webinaire un petit peu global sur la thyroïdite d'Hashimoto où on parle pas mal de l'alimentation. Donc, je vous invite à aller voir. euh, tu, tu peux aller sur la slide Ouais. d'après. Merci. Ensuite, donc, une fois qu'on a justement l'iode et la tyrosine, on va avoir l'action d'une enzyme qui s'appelle la thyroperoxydase, qui va permettre d'activer l'iode, qui nous vient de l'alimentation, pour que l'iode puisse se lier aux molécules de tyrosine et composer du coup la T1 et la T2, qui seront la base de nos hormones thyroïdiennes car la thyroperoxydase, donc cette enzyme, elle va permettre aussi de coupler la T1 et la T2 pour faire de la T3 et de la T4, donc de la Mm. tyrosine et de la triiodothyronine. La T3 car elle est composée de 3 atomes d'iode et la T4 car elle est composée de 4 atomes d'iode. Je vais aller assez rapidement parce que le temps passe vite et qu'on est quand même là pour parler des stratégies autres que l'alimentation. Et si besoin, on fera un webinaire pour parler de tout ça. Mhm. Je suis généralement très généreuse en information, mais on a quand même un temps à respecter aujourd'hui. Dites-nous dans Donc, le chat si ça vous intéresse qu'on fasse un webinaire vraiment zoom là-dessus sur la partie très théorique. Dites-le nous, mais on va essayer de le survoler un petit peu plus pour aujourd'hui. euh, une fois qu'on a justement construit nos hormones thyroïdiennes, on a donc notre thyroxine qui est produite en grande quantité, donc on a à peu près 90%, qui va servir en fait de réservoir pour être convertie en T3, donc en triiodothyronine, où on a très peu de stock, on a à peu près 10%. Cette conversion de la T4 à la T3, elle se fait dans le foie. Et tout à l'heure, je vous ai précisé qu'on avait la T3 qui était composée de 3 atomes d'iode et la T4 qui était composée de 4 atomes d'iode, pardon, tout simplement parce qu'en fait, euh, on va avoir donc cette enzyme qui s'appelle la 5'-désiodase qui va enlever un atome d'iode à la T4 pour la convertir en T3. Et c'est la T3 qui va s'occuper de réguler le métabolisme, qui va s'occuper de réguler la vitesse du métabolisme dans l'organisme, dans le corps. Alors, je vais passer assez brièvement, mais c'est quand même important de comprendre cette slide quand on parlera des stratégies naturelles. Euh, Dans le système endocrinien, on a différents axes et pour la glande thyroïde, on a l'axe hypothalamo-hypophysaire thyroïdien. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que tout commence dans le cerveau, dans l'hypothalamus, qui va sécréter une hormone qui s'appelle la TRH, qui va ensuite informer donc l'hypophyse, euh, qui elle va sécréter de la TSH. Donc quand on parle de TSH dans vos résultats sanguins, ce n'est pas une hormone qui est produite par la thyroïde, mais c'est une hormone qui est produite par l'hypophyse. Et cette hypophyse, elle va ensuite communiquer via la TSH, elle va communiquer avec la thyroïde qui finalement va produire notre T3, notre T4 et aussi une autre hormone dont on ne va pas parler qui s'appelle la calcitonine qui va permettre elle aussi de réguler le niveau de calcium dans le sang. Et d'ailleurs, pour le webinaire, il y a pas mal de personnes qui sont intéressées pour un webinaire plus en détail. Et je pense D'accord. on axera aussi un côté bien comprendre ces analyses. Et qu'est-ce qu'il y a à regarder pour les analyses? Parce que trop souvent, on s'arrête sur la TSH, qui au final n'est qu'une partie du puzzle sur la compréhension de la fonction thyroïdienne.
Donc voilà, je pense on a un un bon thème pour un prochain webinaire. Ouais, super. Euh, pour vous parler brièvement des maladies thyroïdiennes, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on va se focaliser sur la thyroïdite d'Hashimoto, c'est important de comprendre qu'on a différents types de déséquilibre de la thyroïde. Donc on a l'hypothyroïdie lorsque la glande elle est sous-active, où on va avoir, comme je le disais tout à l'heure, le métabolisme qui est ralenti. Dans l'hypothyroïdie, on a trois types d'hypothyroïdie. Donc, vous avez vu sur la slide d'avant, on a parlé justement de cette cascade hormonale. Et là, c'est un peu la même chose. Lorsqu'on a un dysfonctionnement, merci, lorsqu'on a un dysfonctionnement au niveau de la thyroïde, on va parler d'hypothyroïdie primaire. Lorsqu'on a un dysfonctionnement au niveau de l'hypophyse, on va parler d'hypothyroïdie secondaire. Et enfin, lorsqu'on a un dysfonctionnement au niveau de l'hypothalamus, on va parler d'hypothyroïdie tertiaire. Pour l'hypophyse et l'hypothalamus, les causes, ça peut être par exemple un traumatisme crânien, ça peut être une pression liée à une tumeur ou juste un dérèglement au niveau de ces hormones. L'hypothyroïdie primaire, c'est quand même la plus fréquente. Et dans l'hypothyroïdie primaire, on a deux cas. Lorsqu'on a un dysfonctionnement au niveau de la thyroïde, qui peut être lié aux carences, par exemple, si on ne consomme pas d'iode, si on ne consomme pas assez de protéines, ça peut être lié aussi post-chirurgie. Et on a aussi un autre type d'hypothyroïdie primaire qui est les thyroïdites et dont la thyroïdite d'Hashimoto. Thyroïdite, ça veut tout simplement dire qu'il y a une inflammation sur la thyroïde. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas présenté, ce qui est quand même assez fou parce que c'est quand même le sujet de ce webinaire. La maladie d'Hashimoto, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie où le système immunitaire attaque la glande thyroïde et en détruisant petit à petit la glande thyroïde, on peut se retrouver avec de l'hypothyroïdie. Mhm. On a aussi la thyroïdite qui est liée au postpartum, qui arrive après un accouchement. On a la thyroïdite de Kervin qui arrive après une infection virale. La thyroïdite de Riedel qui arrive lorsqu'il y a une inflammation et qui peut aussi apporter une fibrose. Et on a aussi achytoxicose qui est l'alternance entre l'hyperthyroïdie, donc lorsque la glande elle est suractive, donc le métabolisme est accéléré, et une hypothyroïdie, donc dans le cadre notamment de Hashimoto. Pour l'hyperthyroïdie, on a aussi une maladie auto-immune qui s'appelle la maladie de Basedow. On a encore une fois achytoxicose. On peut avoir des nodules thyroïdiens qui sont des excroissances qui sont situées au niveau de la thyroïde qui vont produire des hormones thyroïdiennes, donc amener à de l'hyperthyroïdie. Il y a aussi certains médicaments qui peuvent rentrer en compte. Et après, on a d'autres conditions comme le goitre, qui est une augmentation visible de la thyroïde, et aussi les cancers de la thyroïde. Je pense qu'on pourrait pas faire plus complexe que ça. J'espère. Au niveau des symptômes, je vais aller très rapidement. Si vous allez sur mon site internet anaïsdamour.com, j'ai sur mon site une page thyroïde où je regroupe tous les symptômes. Ce que je veux vous montrer ici, parce qu'on parle quand même des stratégies naturelles outre l'alimentation, c'est que quand on est dans le symptôme, je ressens. Faites bien, prenez en compte en fait la liste de ces symptômes pour vous connecter à vous-même. Et c'est vraiment ce que j'avais envie d'expliquer dans cette slide. Est-ce que je me sens fatiguée à l'extrême? Est-ce que j'ai de la constipation? Est-ce que je me sens déprimée? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est un symptôme de l'hypothyroïdie? Lorsqu'on, bien évidemment, on a été diagnostiqué par un médecin. Aussi, sur la slide d'après, on parle des signes cliniques de l'hypothyroïdie. Je ressens, mais j'observe. Et là, je vous ai fait une liste de signes qu'on peut rencontrer, qu'on peut observer chez soi lorsqu'on a de l'hypothyroïdie. Le but, c'est pas d'être vraiment en psychose totale en regardant, par exemple, ces lunules. Donc les lunules, ce sont les petits croissants qu'on a au tout début des ongles. Lorsque cette partie elle est bleue, eh bien cela peut être un signe d'hypothyroïdie. Mais c'est pas d'être focalisé en se disant tiens mes lunules elles sont bleues aujourd'hui, est-ce que je suis pas en hypothyroïdie? C'est juste d'être acteur de sa santé. Et être acteur de sa santé, c'est déjà de comprendre la maladie avec laquelle on vit, mais aussi de connaître les symptômes et les signes qui regroupent cette maladie. Donc là, il y en a quelques-uns. Je vais vous dire ceux dont on ne parle pas trop, la langue dentelée. Donc lorsqu'on a, voilà, on a la marque des dents en fait sur la langue.
Les cheveux bouclés, si vous voyez que vous avez des changements au niveau de vos cheveux, ça peut être lié à une prédominance en TRH. Donc moi, comme vous pouvez le voir, il y a de la prédominance en TRH. Ça peut être aussi les pommes orangées, donc lorsqu'on a les mains qui sont un peu plus orangées, qui est liée à une activation de la conversion du bêta-carotène en rétinol due à un manque de T3. Vous voyez, donc le corps, il parle. Et effectivement, tout à l'heure, Laurane, elle parlait des résultats sanguins, ce qui est important. Mais en Mhm. fait, le corps, il nous donne aussi de nombreux indicatifs sur ce qui se passe à l'intérieur. Bah, c'est ce qui va nous permettre de se dire, OK, il y a peut-être un problème. Donc, il faut que j'aille faire des tests sanguins. Et c'est ce qui permet aussi de dire, parce que moi, c'était mon cas, moi, j'ai eu de la l'hypothyroïdie postpartum après mes deux grossesses. Et à chaque fois, moi, je l'ai remarqué très rapidement avec les sourcils, où je perdais la moitié des sourcils. Et c'est là où j'ai pu. Et puis, c'est pas écrit là-dedans et c'est pas du tout un symptôme classique. Mais moi, je fais de l'hyper. Comment ça se dit en français, je viens de le traduire. Hyperkératose, où c'est des sortes de petits boutons secs qu'on peut avoir derrière les bras, sur les jambes. Et immédiatement, ça me le fait aussi. Et donc, ça permet, c'est juste ça sonne le système d'alarme de se dire, OK, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des changements au niveau physique, donc il faut commencer à chercher le problème. Et quand mes résultats ou quand les résultats reviennent et qui sont normaux et qu'on a toujours des symptômes, c'est qu'il faut creuser plus. Ça ne veut pas dire non, non, tais-toi, ça ne veut rien dire, tu n'as rien, tout va bien. C'est qu'il faut juste creuser plus et que vous n'avez pas trouvé soit la bonne personne pour faire plus de tests ou c'est que vous n'avez pas fait les bons tests. Voilà, Mm. je vais juste rajouter. Non, Mais mais il y a c'est beaucoup de important et tu choses. as bien raison de le dire. Mm. Tu peux aller à la slide d'après. Alors, je vais aller brièvement sur cette slide, les causes de l'hypothyroïdie, parce que je pense que ça peut quand même intéresser Mhm. des personnes, surtout pour l'hypothyroïdie primaire. On a 4 raisons pour lesquelles on peut se retrouver en hypothyroïdie. Lorsque la thyroïde, elle ne produit pas assez d'hormones. Donc, typiquement, une thyroïdite d'Hashimoto, la thyroïde ne produit pas assez d'hormones parce qu'on a de l'inflammation. Ça peut être lié à un problème de conversion entre la T4 et la T3. Vous avez vu tout à l'heure dans la slide sur les hormones thyroïdiennes, on expliquait qu'on avait très peu de T3 et beaucoup de Mm. T4 et que la T4 devait être convertie pour justement assurer la régulation, la vitesse de la régulation du métabolisme. On peut avoir un problème de conversion lorsqu'on a une mauvaise santé intestinale, lorsqu'on a un foie qui est surchargé, lorsqu'on a du stress ou de l'inflammation. Ça peut être en lien aussi avec une conversion de la T4 en reverse T3 qui est trop importante. Et là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, Anaïs? Qu'est-ce que c'est que la reverse T3? La reverse T3, c'est la même forme que la T3, sauf que la T3 est active et la reverse T3, elle est inactive. Elles ont la même structure, la T3 et la reverse T3, mais elles n'ont pas les mêmes effets, les mêmes fonctions. Fonction. La reverse T3, elle permet, en vrai, elle permettrait d'aider à prévenir l'hyperthyroïdie. Lorsque des cas de conversion de T4 en reverse T3 trop importantes, ça peut être en lien avec une mauvaise santé intestinale, un foie surchargé, du stress, mais aussi des régimes hypocaloriques et des régimes hyperprotéinés. Donc, vous voyez l'importance d'aller creuser un peu plus loin quand même et de voir aussi que l'alimentation est encore une fois très importante. Mhm. Un des derniers cas de l'hypothyroïdie primaire, une des dernières causes, c'est lorsque la T3 elle ne parvient pas à pénétrer dans les cellules pour agir. Et là, ça va vraiment vous surprendre ou pas d'ailleurs. Il y a 3 causes majoritaires lorsqu'on est carencé en oméga 3. Donc les naturopathes qui sont présents, ils vont se dire, ok, ça je vais le dire à mes consultants ou mes consultantes. Lorsqu'on se retrouve en carence de vitamine D, et quand on sait que 80% de la population française est carencée en vitamine D, voilà, ça amène à se poser des questions. Et ça ramène aussi à la slide dont je vous parlais tout à l'heure, où les experts disaient qu'ils estimaient qu'il y avait 5% en plus qui étaient mal diagnostiqués ou qui n'étaient pas diagnostiqués d'hypothyroïdie. Et enfin, lorsque on se retrouve avec une déficience en cortisol. Hmm. Est-ce qu'il y a un moyen de tester le point 4, de comprendre comment ou si justement le T3 parvient à pénétrer les cellules? Il y a un test qui existe? Alors, moi, je ne fais pas de test. Personnellement, ce que je regarde, déjà, je regarde les résultats sanguins, mais je regarde surtout l'alimentation.
Et je Hmm. regarde surtout, comme je l'ai dit, les carences en vitamine D, en fait, ça nous donne un indicatif. Euh, si la personne, elle consomme pas du tout d'oméga 3, donc on en parlera très brièvement sur la slide liée à l'alimentation, mais les naturopathes, ils vous le diront très bien, ou même les nutrithérapeutes, les oméga 3, c'est les petits poissons gras avec des sardines 2 à 3 fois par semaine, ou alors des huiles riches en oméga 3. Et d'ailleurs, Le pour des foie de thyroïdes, morue. l'huile de foie de morue aussi, que j'ai d'ailleurs juste, je vais peut-être pas montrer de marque, mais j'ai mes compléments Ouais. juste à côté de moi. Ouais. Voilà pour les causes, en tout cas, de l'hypothyroïdie primaire. Après, on a aussi Ah. les causes un peu plus profondes Ouais. de la thyroïdite d'Hashimoto. Pourquoi est-ce que je développe une thyroïdite d'Hashimoto? Qu'est-ce qui se passe? Alors, Laura nous a un petit peu spoilé. On a justement l'inflammation. Et quand on parle de l'inflammation, il y a de nombreuses causes. Laurent, avec Bien-être auto-immune, a fait un webinaire qui parle des causes Sur ce profondes, donc je thème. vous invite à aller le voir. Tu peux peut-être en parler mieux que moi, Laurent. Oui, il s'intitule littéralement Les causes profondes des maladies auto-immunes, comprendre les causes profondes des maladies auto-immunes, et vous pouvez le trouver sur le site de Bien-être auto-immune, sur la page événements, où il y a tous les webinaires, les replays, ou sur le YouTube. Donc bien-être-du-bas auto-immune sur YouTube. Et abonnez-vous, comme ça vous allez recevoir tous les replays. Merci. Donc, bon, je vous invite à aller voir ce webinaire. Très brièvement, vous voyez que l'inflammation, ça peut être lié à beaucoup de choses, dont une mauvaise santé intestinale. C'est pour ça aussi qu'on parle beaucoup de l'alimentation, pour Mhm. rééquilibrer son microbiote intestinal. Mais aussi, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, le stress chronique, la notion d'avoir un système nerveux qui est dérégulé, parce que trop en orthosympathique ou en parasympathique. Donc, on a tous dans notre système nerveux une branche de notre système nerveux qui s'appelle le système neurovégétatif, où dedans, on a l'orthosympathique qui va s'occuper de gérer en fait toute la partie, le passage à l'action, qui va être stimulé lorsqu'il va y avoir des stress pour nous aider finalement à, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, à passer à l'action. Donc à la base, en fait, enfin la base, même encore aujourd'hui, l'orthosympathique, le système orthosympathique qui nous aide si on se retrouve face à un danger à fuir ou à combattre. C'est pour ça qu'on dit fight or flight. Il y a Et une on a aussi traduction de ça en français d'ailleurs? fuite ou combat. Ah, ok. Fuite ou combat. Et on a aussi donc le parasympathique, donc la branche du système nerveux, donc le système parasympathique qui va s'occuper de la relaxation, de la digestion. Et il y a certaines personnes, lorsqu'elles sont extrêmement stressées ou lorsqu'elles vivent un choc émotionnel, elles peuvent se retrouver à être, on va dire, bloquées. Alors, j'aime pas trop ce mot-là, mais avoir en tout cas un système orthosympathique qui est très surstimulé. Et je vais vous donner des clés pour aider à réguler et pouvoir réduire l'inflammation. Alors, les stratégies naturelles, déjà très brièvement, au niveau des techniques naturelles de santé. Les naturopathes, les nutrithérapeutes, enfin les professionnels de la santé, ils vous le diront très bien, on a plusieurs techniques. On a l'alimentation, qui est le premier, le pilier de la santé. On va avoir le mouvement, qui est pour moi aussi important que l'alimentation. Et on a aussi la psychorelaxation. Donc ces trois-là, ce sont trois techniques naturelles sur lesquelles on peut vraiment, enfin, ça peut vraiment avoir un impact sur notre santé de manière spectaculaire si on arrive à faire des bons changements. Alors pas de manière radicale, mais en accord avec son corps. On a aussi d'autres techniques comme l'hydrologie, les plantes, et puis aussi les thérapies manuelles et les techniques réflexes. Et je veux quand même souligner le fait que les trois premiers, donc ça fait partie, on en parle beaucoup, encore une fois, chez Bien-être auto-immune, on parle des 5 piliers, donc il y a l'alimentation, là, il y a le mouvement. Je rajouterais aussi le sommeil là-dedans. Mais ces trois premiers piliers que Anaïs a présentés, ils sont gratuits. C'est des changements qui peuvent vraiment ne rien vous coûter. Et le mouvement, vous pouvez adopter certains exercices tout au long de votre journée, le matin, le soir, peu importe. Tout ça, c'est gratuit. Changez votre alimentation. Au lieu d'acheter un tel aliment, vous achetez un autre. Alors, peut-être que en termes de qualité, les prix peuvent augmenter un petit peu, mais c'est pas quelque chose qui nécessite un gros budget.
Et c'est là que je me dis, c'est ça qui est chouette, c'est que c'est accessible vraiment pour tout le monde. Déjà, les bases, les fondations. Alimentation, mouvement, psychorelaxation, sommeil, tout ça, c'est des choses qui coûtent très peu. Mm. Et après, on pourra évidemment rajouter tout un tas de différentes thérapies et différentes choses. Mais par hydrologie, qu'est-ce que tu entends par hydrologie? Ben justement, on va en parler dans les slides, Ah, super. dans les prochaines slides. Alors, je vais très rapidement vous parler de l'alimentation, mais on n'est pas là pour parler de l'alimentation, donc vraiment très rapidement. Là, typiquement, ce sont les recommandations que, de manière générale, que je donnerais pour des personnes qui vivent avec la maladie d'Hashimoto. Opter pour une alimentation anti-inflammatoire. On peut avoir aussi l'alimentation paléo ou AIP, dont Laurane pourra mieux vous parler que moi, ça c'est sûr. Et ensuite, on a les astuces du quotidien. Et là, j'insiste vraiment pour prendre du temps, prendre un peu plus de temps sur cette partie-là, parce que quand il y a des personnes qui me disent j'ai pas le temps de suivre une alimentation anti-inflammatoire, j'ai pas le temps de faire ci, de faire ça, là, on a des clés très simples. Déjà, commencez votre journée par un petit déjeuner protéiné avec de bonnes graisses pour soutenir cet équilibre hormonal. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, on a parlé justement des protéines. Alors Audrey, je vais en venir pour la patate douce juste après. On a besoin de tyrosine pour la construction des hormones thyroïdiennes. Donc, quoi de mieux que de commencer sa journée avec un petit déjeuner protéiné pour soutenir sa thyroïde. On a bien évidemment le fait d'avoir une assiette équilibrée, de l'apport en iode aussi, en vitamine A, en oméga 3, en fer et en zinc. Par rapport à l'iode, c'est important de dire une chose, c'est que lorsqu'on vit avec une thyroïdite d'Hashimoto, il faut quand même faire attention à ne pas avoir des excès d'iode parce que le fait d'avoir trop d'iode, ça peut, de consommer de l'iode en très grande quantité, ça peut avoir un impact sur l'inflammation. Du moins, ça peut Ouais. amener à détruire en fait des cellules de la thyroïde et c'est pas le but. Le but, c'est de Ouais. soutenir son organisme. Mais c'est Ensuite, on... surtout en complément. Je vois ça, c'est surtout, il faut faire attention aux compléments alimentaires. Si Ouais, jamais vous voulez prendre des compléments alimentaires ou vous avez un praticien qui vous fait prendre des compléments alimentaires en iode, faites d'abord une iodurie. Ne vous jetez pas sur des compléments d'iode. Et il faut vraiment que ça soit au cas par cas et personnalisé. Mais moi, je trouve, enfin, je sais pas si tu vois ça, mais je trouve que d'un point de vue alimentation, il faut vraiment y aller pour faire un excès d'iode. Moi, je vois ça plus dans la prise de compléments alimentaires. ouais. Est-ce que tu Alors, penses qu'il faut quand généralement, même limiter? en fait, encore une fois, on va être dans l'individualisation. Euh, pour moi, je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport au complément alimentaire, qui est finalement une aide, un soutien en plus, mais qui n'est pas le pilier principal de notre Ouais. santé, parce que l'iode, en plus, on en a besoin pour les ovaires, Mhm. ça ne pas que à la thyroïde. Mhm. Je dirais quand même de faire attention, par exemple, avec des aliments comme les huîtres, de ne pas en consommer en très grande quantité et tous les jours Ouais. lorsqu'on vit avec une maladie d'Hashimoto. C'est plus pour ça que je dirais Ouais. ça, de juste faire attention à ce niveau-là. Ouais. Ensuite, on a le sélénium. Bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je pense que je vous embête tous les jours en story avec mes 2-3 noix du Brésil par jour. Pourquoi? Parce que c'est un des aliments les plus riches en sélénium et la thyroïde, c'est l'organe le plus riche en sélénium et elle en a besoin aussi pour la construction et la conversion des hormones thyroïdiennes. Petite idée pour les gens qui ont la flemme de manger un petit déjeuner, on peut avoir le porridge d'avoine, l'avoine qui est intéressant aussi pour stimuler la thyroïde. Et je veux Intéressant. juste préciser, Oui, là, toutes les recommandations qu'on vous donne sont pas toutes forcément compatibles avec AIP, puisque, je veux dire, on peut faire, il y a plusieurs approches, on peut tout faire, mais en tout cas, l'avoine sur l'AIP strict n'est pas autorisée quand on fait la phase d'élimination de l'AIP strict. Encore une fois, il faut que ce soit personnalisé, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'intégrer dans votre alimentation et ça ne veut pas dire que c'est une intolérance pour tout le monde qui a une maladie auto-immune. La seule raison pour laquelle on l'enlève de la phase restrictive, qui dure 30 à 90 jours, c'est simplement pour éviter d'avoir un apport en... Alors, il y a du gluten, c'est pas le gluten qu'on connaît, du marketing qui nous met ça dans la tête. C'est pas le gluten du blé, mais il y a du gluten dans toutes les céréales. Et donc, en fait, pour être sûr d'avoir zéro apport de gluten,
donc cette protéine, on élimine toutes les céréales dans un premier temps. Voilà, je voulais juste préciser. Tu as raison de le préciser. Surtout que tu es la pro de l'alimentation AIP, donc tu fais bien de partager cette information avec ceux qui sont avec nous ce soir. Ensuite, autre recommandation, supprimer les excitants du type sucre, café, thé. Éviter aussi le soja. Pourquoi? Parce qu'en fait, le soja a un composant qui s'appelle l'isoflavone qui va bloquer l'enzyme TPO qui doit activer l'iode, donc ça peut ralentir le fonctionnement, du moins le, la construction des hormones thyroïdiennes et aussi ça peut avoir des interactions, le soja peut avoir des interactions avec certains médicaments pour les problèmes de thyroïde, que ce soit le lévothyrox ou le néomercazole. Mm. Est-ce que tu as Euh, parlé de la patate douce juste avant? Il y avait quelqu'un qui non, demandait. mais je vais y Tu venir vas venir. juste après, en fait, justement, parce que je vais prendre un peu plus de temps pour en parler. Ensuite, éviter certains oléagineux comme les cacahuètes, le noix de pécan, macadamia, noisettes. Et pour en venir justement à la patate douce, je vous ai écrit d'éviter les aliments goitrogènes. En fait, les aliments goitrogènes, ça va être des aliments comme de la famille des crucifères, par exemple le chou, les brocolis. Mais on a aussi la patate douce, on a aussi le colza. Donc c'est pour ça que si vous voulez privilégier des apports en oméga 3 en colza, en huile de colza, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Et il y en a un que j'ai oublié, le manioc aussi. Et ces aliments, ils vont en fait ralentir le fonctionnement de la thyroïde s'ils sont consommés en grande quantité et lorsqu'ils ne sont pas cuits. Ça, c'est important à préciser. Tout simplement en empêchant l'absorption de l'iode, la fixation de l'iode sur la thyroïde. Mm. C'est pour cela on dit en fait d'éviter les aliments goitrogènes, mais encore une fois, tant que c'est consommé en dose normale, on va dire en quantité équilibrée, c'est OK. Ouais, surtout cuit. Tout ce qui Surtout est cuit. même chou, brocoli, chou-fleur, il y a beaucoup moins d'impact une fois qu'ils sont cuits correctement, idéalement à la vapeur. Et il y a aussi des bienfaits. Donc c'est important de manger un petit peu de tout, mais ouais, pas tous les jours non plus. Exactement. On a pas mal de questions Oui. à propos de tout ce que tu viens de dire, mais il y a beaucoup de questions autour de l'alimentation. Je pense qu'il va falloir qu'on refasse un webinaire sur l'alimentation. Mais il va falloir qu'on passe à à la prochaine étape bientôt. Mais on a quelqu'un, pourquoi éviter le thé et le café? Oui. Le thé et Ouais. le café, parce que ce sont des stimulants. Il y a de la théine, de la caféine, et généralement, Alors, encore une fois, on est dans de l'individualisation, donc généralement, c'est intéressant pour les personnes qui, notamment ont un système nerveux dérégulé, qui ont du stress chronique, de supprimer ces aliments. Hmm. Et puis c'est aussi le temps de retrouver un équilibre. C'est pas, on n'est pas obligé d'adopter tous ces changements à la lettre aussi stricts pendant toute notre vie. On va évidemment garder beaucoup de ces habitudes, mais il y a certaines choses qu'on peut se permettre une fois qu'on a stabilisé et retrouvé la santé. Mm. Noix de Grenoble et amandes sont-elles OK? Oui, il n'y a pas de problématique particulière. OK. Encore une fois, tout est dans la dose, hein, comme on vient de le dire. Bah oui. Alors, on va passer aux stratégies naturelles, autres que l'alimentation, parce qu'on est quand même pour parler de ça ce soir, le mouvement. Tout à l'heure, on a parlé du mouvement, de l'importance de bouger, de s'activer. Pourquoi? Parce que déjà, le mouvement va permettre de stimuler ce qu'on appelle en naturopathie les émonctoires, donc les organes d'élimination. Donc c'est pour ça que c'est important pour pouvoir éliminer les toxines, mais aussi de manière générale d'être dans la vie, de se connecter avec soi, de bouger, d'aider son organisme au quotidien. Et j'ai pas mis l'activité physique ou le sport parce que le mouvement et le sport, ce sont deux choses complètement différentes. Le mouvement, ça peut être, je vous donne des exemples juste après. Le mouvement, ça peut être faire du yin yoga, par exemple, faire des postures qu'on va tenir longtemps pour délier les tensions. Euh,
Au niveau, oui, je ne l'ai pas précisé, c'est important. Lorsqu'on vit avec de la thyroïdite d'Hashimoto, il y a une question qui revient relativement souvent, où il y a un symptôme qui revient souvent, c'est la prise de poids, qui Hmm. pose problème à beaucoup de femmes et d'hommes d'ailleurs. Et c'est important de prendre conscience du fait qu'on a une injonction, pardon, aujourd'hui sur le poids. Et quand je vois des personnes qui n'ont pas du tout d'énergie et qui vont aller se buter au sport, aller faire du cardio, aller faire du HIIT pour perdre du poids, alors qu'en fait, ils n'ont pas d'énergie parce qu'ils veulent juste répondre à ce que la société nous dit, je trouve que c'est quand même dommage et surtout c'est hyper contre-intuitif parce que ça améliore pas, ça aide pas en fait votre organisme, ça aide pas la thyroïde. Et c'est pour ça que là, ça peut être intéressant de passer par des micro-mouvements, par du mouvement, aller vers de la marche, s'orienter vers, je pense que tu peux mettre la slide d'après, Laurent. Hmm. Euh, on peut s'orienter, merci, on peut s'orienter vers, non, celle d'avant, merci. On peut s'orienter vers du yoga, vers du pilates, parce qu'on va être quand même dans du mouvement, ça va permettre de faire bouger le corps, ça va travailler aussi les muscles en profondeur, mais on va pas être dans des sports qui vont trop stimuler en fait le système nerveux. Un autre sport qui peut être intéressant, si on a assez d'énergie, encore une fois, c'est de faire du trampoline, parce que le trampoline va permettre de faire du drainage lymphatique. Et c'est pour ça que j'ai fait la différence entre les activités physiques et le mouvement. Dans le mouvement, on a aussi des exercices somatiques. Dans les exercices somatiques, on va avoir tout ce qui est bercement. Vous voyez, quand vous bercez un bébé, il s'endort parce qu'en fait, on calme son système nerveux. Et bien ça, en tant qu'adulte, on peut le faire. On ne prend pas le temps de le faire, mais c'est une des techniques aussi pour mettre du mouvement dans sa journée sans trop bouger et en même temps aider son corps à se connecter avec son corps et soutenir son système nerveux. Et on a aussi le stretching. Important parce que je l'ai pas précisé, quand on est fatigué à l'extrême, le sommeil, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, c'est aussi un des piliers de la santé. Ouais. Ensuite, en stratégie numéro 3, on a la psychorelaxation. Lorsqu'on parle des maladies auto-immunes et notamment la thyroïdite d'Hashimoto, on a énormément de somatisation. Pour les gens qui accompagneront des personnes avec des maladies auto-immunes ou des gens qui vivent avec des maladies auto-immunes, c'est important, je pense, de prendre conscience. C'est très inconfortable de- d'entendre ça, mais c'est important quand même de l'écouter et de prendre cette information. Parce que peut-être que vous n'êtes pas prêt aujourd'hui à travailler là-dessus et c'est OK, chacun avance à son rythme. Mais peut-être que dans 2 ans ou 3 ans, vous serez prêt et vous vous souviendrez qu'effectivement, il y a de la somatisation et c'est important de travailler là-dessus. Quand je vois des personnes qui me disent j'ai arrêté le gluten, je prends soin de ma santé intestinale, mais ça va toujours pas, comment on en est au niveau du stress? Comment on en est si la maladie elle a été déclenchée suite à un choc émotionnel? Euh, Je suis formée au yoga, donc c'est important pour moi de le dire. La thyroïde, c'est le chakra de la gorge, c'est le point énergétique en médecine ayurvédique où on a la sphère de la communication, des non-dits, le fait de ne pas être assez entendu. Et on a aussi la notion du temps, le temps qui ne passe pas assez vite, donc notre organisme est ralenti pour nous aider à prendre le temps, ou on a hâte de passer à autre chose, donc on se retrouve à avoir un métabolisme qui est accéléré. On a aussi, là on va un peu plus au-delà de la somatisation, la psychogénéalogie. Vous l'avez vu en début de ce webinaire, j'ai montré mon petit drapeau de la Réunion dont je suis très fière et j'ai parlé de la psychogénéalogie et de la date où j'ai développé aussi mes problèmes, où j'ai développé la maladie d'Hashimoto, ou en tout cas mon corps m'a indiqué qu'il se passait quelque chose. La psychogénéalogie, c'est en gros l'analyse de son arbre généalogique sur plusieurs générations pour comprendre les transmissions transgénérationnelles. Il y a des chercheurs en Suisse qui ont d'ailleurs pu démontrer que, en faisant les tests sur des rats, ils se sont rendus compte que les traumatismes pouvaient être transmis jusqu'à 3 générations et que ces traumatismes inscrivaient une cicatrice dans l'ADN.
Et quand on le dit comme ça, on se dit qu'effectivement, si on a une maladie auto-immune, que notre mère, notre père, ou que dans notre famille, il y a des cas de maladie auto-immune, ça peut être intéressant d'aller explorer cette piste. Et moi, je peux Mhm. vous dire que le 6 février 2019, quand je regarde mon arbre généalogique et que je suis remontée jusqu'à 5 générations au-dessus, la clé, je l'ai trouvée au-dessus et à la même date. Wow. Après, je ne parlerai pas plus parce que ça reste quand même personnel, mais c'est important à préciser. Hmm. Bah, on sait aussi que on partage pendant longtemps, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, parce que pendant longtemps, on savait que on partageait des cellules avec notre mère. Euh, Mhm. donc que dans notre corps étant fœtus, bébé, on partage des cellules avec la mère, mais on pensait que au bout de quelques semaines, on perdait ces cellules parce qu'il y a ce rythme naturel. Et en fait, en réalité, ces cellules restent toute notre vie. Elles ont un cycle complet où elles vont mourir, mais en fait, elles vont aussi proliférer. Elles vont se dédoubler. Et en fait, on a découvert ça il n'y a pas très longtemps, il y a seulement quelques années. Et ça explique aussi, je pense, cette transmission transgénérationnelle du fait qu'on sait qu'un trauma s'inscrit dans les cellules, s'inscrit dans notre ADN, qui est porté par notre cellule. Et nos cellules, on les partage avec les générations futures. Donc, je pense que ça prend tout son sens aussi. C'est pas uniquement quelque chose de, on va dire, de mental, où on peut dire, ben, on va raconter les histoires de nos ancêtres. Non, c'est vraiment quelque chose de physique et physiologique. Mhm. Entre autres. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai fait une faute à transgénérationnelle, donc vous m'excuserez. Mhm. Je vais aussi parler du syndrome méditerranéen, notamment pour les professionnels de santé ici, ou les personnes qui sont racisées. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent ce syndrome méditerranéen. Je vous avoue que je ne savais pas trop le mettre dans la présentation. D'habitude, j'ai une slide où je parle de l'approche thérapeutique, mais je trouvais que c'était quand même important de le mettre ici. Le syndrome méditerranéen, c'est un, en gros, il y a des journalistes qui se sont rendus compte que dans le domaine médical, les personnes qui sont racisées, qui viennent de minorités, donc notamment autour du bassin de la Méditerranée, donc Nord-Afrique, les personnes noires, euh, elles se retrouvaient à avoir disons, être moins bien accompagnées médicalement parce qu'il y avait une discrimination faite par le personnel médical qui pensait que les symptômes de ces personnes qui se plaignaient étaient exagérés. Mhm. Et ça, c'est important à dire parce que ça rajoute aussi de la somatisation dans tout le processus entre le déclenchement des symptômes et le diagnostic. Mhm. Ouais. La résilience, on en a parlé tout à l'heure. Je vais essayer de faire un peu vite parce que je me On a rends déjà compte que dépassé un peu l'heure, mais c'est pas j'ai grave. dépassé un petit peu. Euh, Au début du webinaire, je vous ai dit faire le choix de la résilience. Et c'est ce que je vous amène à faire. Et de voir, plutôt que de se dire je suis malade, mon corps, j'ai des symptômes de ci, ça et ça, de plutôt se dire j'ai de la chance, c'est un super pouvoir, mon corps il me parle, il me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai toutes les causes profondes pour aller les explorer et me permettre de retrouver l'équilibre. Finalement, c'est une opportunité pour se connecter à soi. Et après, on a aussi cette possibilité de se dire qu'est-ce que je tire de cette expérience et ce que j'ai envie de mettre en place. Laurane, par exemple, elle a créé Bien-être auto-immune. Elle s'est formée aussi à la nutrition. Et pour moi, j'accompagne les personnes qui vivent avec des problèmes de thyroïde. Mhm. Ouais, c'est transformer ça. En force, c'est quelque chose qui nous porte au final, qui nous nourrit. Exactement. Lorsqu'on parle de la psychorelaxation, on parle de trois choses principales. La gestion du stress, la qualité du sommeil et l'équilibre émotionnel. Déjà, avant de pouvoir arriver à ça, c'est important d'être bien
aligné avec soi, d'être bien entouré et de supprimer tout euh, ce qui est toxique. Donc, pas que les perturbateurs endocriniens, les gens toxiques aussi, Hmm. au travail, les relations, pour finalement préserver son équilibre émotionnel et préserver son sommeil aussi. Alors, je vais juste changer mon ordinateur, mais on peut passer à la slide d'après. Mhm. Merci. Et justement, on a des techniques très simples pour soutenir cet équilibre émotionnel, soutenir cette gestion du stress. Il y a déjà la respiration via, par exemple, des exercices comme la cohérence cardiaque, faire pression sur son plexus solaire pour détendre la zone, en inspirant, en expirant, l'exercice du body scan, s'intéresser au breathwork. Ou alors, j'adore la respiration alternée qui permet de réguler le système nerveux, ou la respiration Ujjayi qui permet de stimuler la glande thyroïde, qui est une respiration que j'utilise beaucoup. Et on a aussi des techniques psychocorporelles, donc comme la TRE qui est une technique de libération émotionnelle qui va permettre de provoquer en fait des tremblements pour libérer toutes les tensions qui ont été accumulées dans le corps. Mais on a aussi le yin yoga, les thérapies manuelles, pardon, la somatopathie et les techniques réflexes. Et puis finalement, c'est de se connecter à soi via la méditation, la thérapie, le MDR, les fleurs de Bach et aussi la psychogénéalogie. Avec le MDR, je veux rajouter le FT, parce que c'est très similaire. Oui, Mais le FT, aussi. on peut le faire aussi à la maison. Moi, j'en parle souvent. Le FT, c'est vraiment mon outil de prédilection. L'hydrologie, donc tout à l'heure, on en parlait, Laura me disait, alors, qu'est-ce que c'est que l'hydrologie? L'hydrologie, c'est l'utilisation de l'eau en interne ou en externe. Donc déjà, restez bien hydraté. Lorsqu'on vit avec la maladie d'Hashimoto, généralement, on ne transpire pas. Donc c'est important de pouvoir éliminer les toxines, euh, notamment via l'hydratation. Le sauna infrarouge, donc le sauna infrarouge, c'est un sauna qui va utiliser des lumières infrarouges pour provoquer de la chaleur. C'est un sauna qui est hyper intéressant pour les gens qui ont des maladies auto-immunes et aussi des problèmes de thyroïde. On a aussi des bains dérivatifs qui sont des poches froides qu'on va mettre en contact, sur lesquelles on va s'asseoir pour pouvoir réduire l'inflammation. Les bains de pieds chauds au sel d'Epsom, qui sont riches en magnésium et qui vont permettre de réduire le stress et l'anxiété. On a aussi le plasma marin de Quinton, qui est une eau de mer alors isotonique, je ne l'ai pas précisé, mais isotonique pour les personnes qui vivent avec des problèmes de thyroïde. Donc c'est une eau concentrée qui va être riche en oligoéléments, riche en minéraux, qui va permettre de revitaliser l'organisme, mais aussi de détoxifier l'organisme et qui a des bienfaits anti-inflammatoires. Par contre, ça va dépendre selon notre niveau d'anti-TPO. On a aussi l'hydroxydase, qui est une eau qui va encore une fois être revitalisante, qui va permettre de faire de la détox. Et pour les personnes qui ont besoin, qui sentent qu'ils ont besoin de perdre du poids, ça peut être une bonne alternative. La bouillotte chaude sur le foie et les surrénales pour aider le foie à détoxifier, pour aussi se réchauffer. Et enfin, les cataplasmes d'argile pour encore une fois éliminer les toxines. Je suis en train d'essayer de traduire le mot colonic en français. À Euh, l'hydrothérapie du côlon, Ouais, c'est ça? voilà, merci. L'hydrothérapie du côlon. Ouais. Est-ce que ce serait quelque chose moi, c'est quelque chose je pratique, que je recommande aussi dans Ouais. certains cas de figure. Est-ce que c'est quelque chose que toi aussi, tu as déjà exploré ou tu as certaines connaissances sur ce sujet? Je le fais souvent justement, et oui, ça peut aussi aider. Ça C'est peut rentrer intéressant. dans cette catégorie aussi. Ouais, tout à fait. Et finalement, on en vient à la fin, les compléments. Donc les compléments, ça peut être des plantes, ou de la mycothérapie, donc des champignons médicinaux, ou de la micronutrition. Donc tout à l'heure, on a parlé des micronutriments de l'alimentation, et là, je vous ai mis en fait quelques compléments qui sont intéressants avec les dosages. Donc la vitamine D3, le sélénium, le zinc, l'iode à adapter selon le niveau d'anti-TPO. Et pour finir, l'hygiène de vie qui est importante. Le brossage à sec peut aider notamment pour Hmm. soutenir le système lymphatique.
le dentifrice sans fluoride parce que le dentifrice avec fluoride peut endommager la thyroïde. Donc c'est important d'opter pour un fluoride-free dentifrice. Ouais. Des Bah, le fluor cosmétiques, est aussi, je veux rajouter, c'est aussi présent dans l'eau du robinet. D'où ouais, l'intérêt de aussi. filtrer son eau aussi. Et encore plus aux États-Unis, il me semble, où c'est Bah, aussi la peut-être même que je te chose. dis ça. Moi, oui, moi, je suis un peu dans le monde aux US, donc c'est le cas en tout cas aux États-Unis. Mais j'imagine que ça doit être le cas partout parce que ça fait partie d'un processus de nettoyage des eaux. Mm, Donc, j'imagine que ça doit être le cas à différents degrés dans tous les pays. ouais. Après, c'est quand même important de boire de l'eau filtrée, hein, Oui, dans tous les cas. aussi par rapport aux déchets type de pilules, etc. Et donc, ensuite, au niveau de l'hygiène de vie, privilégier des poêles en fonte en acier Mm. inoxydable pour éviter les perturbateurs endocriniens et se faire ses produits ménagers maison. Voilà pour la stratégie naturelle numéro 5. Et ben, c'est quand même très complet tout ça. Tu nous as apporté beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et ouais, franchement, non, non, c'était super. Même moi, j'ai appris quelques petites choses aussi et c'était vraiment très bien expliqué. Donc, merci Anaïs. Et donc, évidemment, là, vous pouvez retrouver tous les contacts d'Anaïs si vous voulez rentrer en contact avec elle sur son site anaïsdamour.com, son Instagram anaïs.damour. Nous allons faire un live la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à la suivre et à suivre Bien-être auto-immune pour être tenu au courant. Elle a un YouTube aussi où elle raconte pas mal sur son parcours et sur son LinkedIn. Voilà, Bah, franchement, merci super Laurent pour chouette. l'invitation. C'était vraiment très chouette et j'espère que ces informations, elles auront pu vous aider. Et pour ceux qui ont apprécié ce moment, on se retrouve sur le live Instagram dans 2 semaines. Exactement, venez avec vos questions sur le live Instagram. Là, on aura le plus de temps pour y répondre. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'informations aujourd'hui. On a essayé de condenser comme on pouvait, mais je pense que Anaïs, tu pourras en parler pendant encore 3 heures de plus. Donc, à un moment donné, il faut arriver à condenser. Mais venez sur le live, posez-nous vos questions. Sur YouTube aussi, vous pouvez poser vos questions en commentaire sous chaque replay. Et on fait de notre mieux pour vous répondre le plus vite possible. Vous pouvez nous contacter aussi à contact@bien-être-auto-immune.com. Voilà. Merci à tout le monde et bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, Marie-Agnès. Bonne soirée. Bonne soirée.